12 novembre 2021. En manchette, Micheline Anctil conserve son titre de mairesse, des résidents de Cap-Colombier dénoncent leurs problèmes d'eau, la pénurie d'arbitres n'affecte pas la Haute-Côte-Nord. C'était l'heure du verdict le 7 novembre pour les candidats des élections municipales après 52 jours de campagne. Les électeurs de la Haute-Côte-Nord ont fait leur choix quant aux élus qui les représenteront au cours des 4 prochaines années. La mairesse sortante de Forestville, Micheline Anctil, a remporté son pari et a obtenu la confiance des électeurs pour effectuer un 4e mandat. 869 électeurs ont coché le nom de Micheline Anctil sur leur bulletin de vote, tandis que seulement 103 ont exercé leur devoir de citoyen pour Brenda Gagnon. Notons que 14 bulletins ont aussi été rejetés. La mairesse sortante remporte donc haut la main avec 89% des votes. Un total de 986 votes a été enregistré, ce qui porte le taux de votation à 40,2%. Rappelons que seulement le poste de maire était en élection à Forestville puisque tous les conseillers ont été élus par acclamation après la période de dépôt des mises en candidature. Jeannie Tremblay, Mario Desbiens, Richard Foster, Gina Lheureux, Nadine Gagné et Carole Girard forment l'équipe municipale. En ce qui concerne les autres villages de la Haute-Côte-Nord, quelques maires sortants ont été réélus, mais de nombreux visages font le saut en politique municipale. Commençons à l'ouest du territoire avec la municipalité de Sacré-Cœur. Lise Bouliane a renouvelé son mandat à titre de maire, elle qui affrontait l'expérimentée Marjolaine Gagnon, qui s'est faite peu présente durant la campagne. À Tadoussac, Richard Terrien a réussi son pari de déloger Charles Breton et enclenche son premier mandat à titre de maire. Au Bergeronne, la carrière politique du maire sortant Francis Bouchard s'est arrêtée puisque la notaire et bénévole impliquée Nathalie Ross a obtenu suffisamment de votes pour devenir la première mairesse de la municipalité. Aux Escoumins, les électeurs n'avaient pas à voter pour choisir leur maire puisque André Desrosiers a vu son mandat être reconduit sans opposition, tout comme le maire de Longrive, Donald Perron. Quant aux électeurs de Portneuf-sur-Mer qui ont voté dans une proportion de 65%, ils devaient s'exprimer pour les 3 derniers sièges de conseillers. Ils ont choisi Daniel Barrette, Jonathan Tremblay et Liliane Tremblay. Le maire Jean-Maurice Tremblay et les 3 premiers sièges de conseillers ont été comblés par Caroline Kennedy, Robin Paradis et Roberto Aymon sans opposition. Finalement, la municipalité de Colombier était la seule qui présentait une lutte à 3 pour le poste de maire. Les électeurs devaient faire un choix entre Marie-France Imbeau, la mairesse sortante, Claire Savard et Max Brisson. La majorité des voix, 45%, est allée vers Claire Savard, ancienne directrice générale de la municipalité, ayant pris sa retraite il y a 2 ans. Rencontrés par le journal Haute-Côte-Nord, des résidents de Cap-Colombier sont aussi désespérés les uns que les autres. La privation d'un accès à l'eau potable leur complique la vie et ils se sentent laissés à leur sort par les instances municipales et gouvernementales. Sur une 50aine de propriétés situées dans ce secteur de Colombier, une 20aine de propriétaires y vivent à l'année. Gérard Tremblay, Charles Morin, Jean Tremblay, Daniel Roy, Ginette Samuel et Daniel Hintz en font partie. De leur avis, le fait qu'ils se soient établis dans une zone de villégiature ne justifie pas l'absence de services et le manque de soutien de la municipalité quant à l'alimentation de leur domicile en eau potable. Chacun des domiciliés vit une problématique distinctive selon les particularités de leur terrain. Daniel Roy, par exemple, voit le niveau d'eau de son puits diminuer considérablement en période de sécheresse, alors que Charles Morin, de son côté, doit intervenir pour évacuer le surplus d'eau de ses installations. Au final, chaque citoyen investit des milliers de dollars pour être le plus autonome possible en termes d'approvisionnement en eau, mais personne n'est pleinement satisfait. L'érosion des berges qui touche de nombreuses municipalités de la Côte-Nord vient ajouter des défis supplémentaires pour certains habitants plus près du fleuve. D'autres propriétaires ont également peur que leurs installations d'alimentation en eau soient détruites à court et moyen terme. Ceux qui réussissent à soutirer suffisamment d'eau de leur puits pourraient se considérer chanceux, mais le fer étant présent en grande quantité dans l'eau, il y a tout de même des conséquences à son utilisation.
D'abord, les dépôts ferreux dans les installations forcent un entretien récurrent et amènent souvent la réparation de certaines pièces. De plus, les citoyens doivent renouveler régulièrement leur ensemble de robinetterie. Les systèmes de pompage nécessitent des entretiens récurrents et il y a toujours quelque chose à réparer, ajoute Ginette Samuel. Cette dernière, en provenance de la Montérégie, réside au Cap-Colombier depuis 11 ans. Elle cherche depuis quelque temps à vendre sa résidence, découragée par toutes les complications engendrées par l'absence de services. Plus les années passent, plus les résidents du Cap-Colombier se sont résignés à s'occuper eux-mêmes de leur sort. Certains ont effectué des tests pour trouver une solution miracle à leurs problèmes. La nappe phréatique étant absente, il faut être chanceux pour tomber sur une bonne veine d'eau et à coût de 13 000 $ par forage, il ne faut pas se tromper trop souvent avant d'abandonner. Tel un petit village, les habitants de Cap-Colombier s'entraident, mais n'ont pas réalisé de demande commune à la municipalité. L'organisme qui les représentait autrefois existe toujours, mais n'a plus d'administrateur. Le Forestvilleois Samuel Jalbert a vu ses efforts académiques et son implication étudiante récompensés en octobre dernier, alors qu'il a reçu le prix du centenaire Génium 360 la personnelle, s'accompagnant d'une bourse de 1 000 $. Samuel s'est particulièrement démarqué par son implication étudiante au développement et au rayonnement de la profession d'ingénieur forestier, en plus de montrer un parcours académique exemplaire, indique l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec sur sa page Facebook. Le fait d'avoir co-signé une lettre ouverte dans le Journal de Montréal dénonçant les interventions remplies de désinformation de Richard Desjardins sur l'industrie forestière a joué en sa faveur, selon Samuel Jalbert, qui s'est dit un peu surpris d'avoir obtenu cette distinction. Ce prix est remis à un étudiant finissant qui s'est distingué tout au long de son passage à la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval. Son expérience dans le domaine forestier et le fait qu'il n'hésite pas à exprimer ses opinions ont apporté une dynamique dans les cours. Désormais diplômé en aménagement et environnement forestier et ancien opérateur de machinerie forestière, Samuel Jalbert a grandi parmi les épinettes, les bouleaux et les sapins qui entourent Forestville. Il ramène maintenant son bagage universitaire dans sa région natale en travaillant pour les entreprises forestières Ushkoué à Essipit. Le Forestvillois d'origine a été appelé à participer en tant que co-conférencier lors du congrès du centenaire de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec qui s'est tenu du 3 au 5 novembre. Il s'est entretenu sur le thème « Regards croisés sur la foresterie de demain » avec la candidate au doctorat en sciences forestières et ingénieure forestière Claudie Maude Canuel. Au niveau culturel, en présence des artistes concernés, la MRC de la Haute-Côte-Nord dévoilait aux médias et au public via Facebook les 5 œuvres acquises dans le cadre de sa politique d'acquisition d'œuvres d'art 2021, dont c'est la 15e année d'existence. Le jury a évalué plusieurs œuvres et son choix s'est arrêté sur Snowhead Inn, une toile de Kim Drouin-Ratcliffe, Couple de Pilets, une magnifique sculpture de Michel Lamontagne, L'Apocalypse des Junco, une toile réalisée à l'aquarelle par Justine Pelchat, L'Espoir, une photo laminée de Renaud Pincio, et finalement Souffle de vie marine, une sculpture de matériaux recyclés créée par Carmita Rodriguez. La préfète de la MRC Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, s'est dite extrêmement fière de la collection de la MRC, qui n'a rien à envier à d'autres MRC du Québec pour qui la politique d'acquisition d'œuvres d'art n'est pas une priorité. À ce jour, la collection de la MRC est composée de 63 œuvres d'art pour un investissement de près de 55 000 $. Grâce à l'initiative de l'ex-agente de développement culturel Marie-France Bélanger qui animait la soirée, il est maintenant possible d'admirer la totalité de la collection privée de la MRC sur le site Internet. Le Sentier de Noël de Portneuf-sur-Mer est de retour pour une 11e édition et il promet de revenir à sa forme traditionnelle. Les comédiens en mettront plein la vue avec des décors et scénettes extérieures qui feront place à la féerie de Noël. Le Sentier de Noël est un des événements hivernaux de la Haute-Côte-Nord les plus populaires. Il attire bon nombre de visiteurs année après année et il est un incontournable pour se mettre dans l'ambiance festive de la période des fêtes.
Le comité organisateur du Sentier de Noël est de retour après cette pause sanitaire forcée afin de vous offrir une formule adaptée et tout aussi agréable que ses éditions précédentes, confirme l'animatrice communautaire à la municipalité de Portneuf-sur-Mer, Henriette Aymon. Le lancement des activités débutera avec l'illumination du grand sapin le vendredi 10 décembre à 17h au parc Jean-Maurice Martel. Des feux d'artifice illumineront le ciel d'hiver pour l'occasion et d'autres surprises s'ajouteront si la météo collabore. Le tout sera suivi à 18h par le départ du parcours en forêt pour une version revisitée du Sentier de Noël. Lors de cette soirée, 8 représentations seront jouées par les comédiens amateurs, tandis que le lendemain, 12 autres seront présentées pour le bonheur de tous les adeptes. C'est sous la présidence de la jeune autrice locale âgée de 12 ans, Marie Cajun, que se tiendra cette 11e édition. Celle-ci a été publiée en pleine pandémie, le livre jeunesse Les melons d'eau de Glouton, en collaboration avec Ginette Larreau aux éditions Caramello. Bien entendu, des mesures sanitaires seront toujours en vigueur cette année, puisque malgré les assouplissements, la pandémie n'en est pas pour le moins terminée. Notons que la municipalité fera à nouveau place à certains décors à différents endroits stratégiques dans ses espaces publics, ce qui ajoutera à la féerie noélienne dans le village. Cet événement est possible grâce à l'implication de plus d'une centaine de bénévoles qui mettent la main à la pâte pour les textes, l'installation des décors, la confection des costumes, l'animation, la sécurité et l'accompagnement guidé dans le sentier. Dans le monde du sport, plusieurs régions du Québec sont aux prises avec une pénurie d'arbitres causant une pluie d'annulations de parties de hockey mineurs comme à Sept-Îles et Bécomo. Cette problématique ne se fait pas sentir en Haute-Côte-Nord pour le moment. Selon Michel Canuel, un des responsables des arbitres de la Haute-Côte-Nord, un total de 14 officiels, dont 3 nouveaux, sont en poste cette saison pour arbitrer les matchs de hockey mineurs prévus aux Escoumins et à Forestville. Toutefois, il demeure difficile de trouver de la relève. M. Canuel précise qu'il n'obtient une bonne réponse des anciens, mais en ce qui concerne la relève, c'est moins facile. L'association ne peut toutefois pas se plaindre car elle a 3 nouveaux cette saison, dont 2 de moins de 18 ans. Les arbitres peuvent commencer dès 13 ans s'ils ont déjà la capacité de patiner. Avant leur premier arbitrage, ils doivent suivre une formation en ligne et réussir une pratique sur la glace. Quant aux expérimentés, seulement une requalification est nécessaire via Internet. Notons qu'il faut au moins 2 officiels sur la glace pour officialiser une partie de hockey mineur, à l'exception des niveaux pré-novices et novices. À partir de la catégorie Pee-Wee, les arbitres doivent être au nombre de 3 pour satisfaire les exigences de Hockey Québec. Certains aspects du métier peuvent faire peur aux arbitres potentiels, notamment les critiques des spectateurs dans les estrades. Mais ce qui fait le plus de dommages de l'avis de M. Canuel, ce sont les mesures consistant à considérer les arbitres comme des travailleurs autonomes et à les forcer à produire des formulaires T4A d'impôt. Quant au salaire, il s'est nettement amélioré au cours des dernières années. Les arbitres de la Haute-Côte-Nord empochaient une somme de 10 $ par partie il y a quelques années, tandis que maintenant, les rémunérations s'élèvent à 25 et 50 $. Pour le président de l'Association de hockey mineur de la Haute-Côte-Nord, Yannick Bartel, la situation des arbitres se porte bien sur le territoire, mais la déclaration de leur salaire n'est pas aidant. Toutefois, il estime que l'augmentation de la rémunération des arbitres facilite la rétention et le recrutement. Pour soumettre leur candidature, les personnes intéressées à arbitrer des matchs doivent s'adresser à Michel Canuel. À la météo, ce vendredi 12 novembre était une journée pluvieuse avec des précipitations intermittentes. La pluie se poursuivra samedi avec un maximum de 6 degrés. Le dimanche 14 novembre, ce sera le retour du soleil en alternance avec des nuages. Le thermomètre atteindra les 6 degrés. À la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'information.